Faut-il rappeler que dans chaque pays d'Amérique du Sud, au moins un leader politique contestataire à l'égard de l'Empire, qu'il soit président ou sur le point de le devenir, a été renversé ou assassiné ? Ce fut le cas de Jorge Eliezer Gaitan, assassiné en pleine rue en 1948, alors qu'il était immensément populaire parmi les classes défavorisées colombiennes et qu'il prévoyait de s'opposer à l'oligarchie pro-américaine une fois élu en 1950. Ce fut le cas de Jacobo Arbenz Guzman, président du Guatemala renversé en 1954 par un coup d'État orchestré par la CIA depuis le Honduras et remplacé par une cruelle junte militaire simplement parce qu'il menaçait les intérêts de la puissante United Fruit Company par l'application d'une réforme agraire dans son pays. Ce fut le cas de Juan Bosch, élu président de la République dominicaine en 1962 et renversé l'année suivante par l'armée, car les États-Unis considéraient qu'il se rapprochait trop de Fidel Castro. Ce fut le cas de João Goulart, président brésilien lui aussi indocile, qui fut également renversé en 1964 par un coup d'État militaire clairement appuyé par la CIA, comme l'admettra plus tard l'ambassadeur américain Lincoln Gordon, laissant la place à une dictature militaire qui dura 21 ans. Ce fut le cas du nationaliste et socialiste Juan José Torres, élu président de la Bolivie en 1971 et chassé du pouvoir la même année avant d'être assassiné en 1975 dans le cadre de l'opération Condor, fomentée par la CIA. Ce fut le cas du président Salvador Allende, renversé en 1973 et remplacé à la présidence du Chili par une sanglante dictature pro-américaine qui dura 16 ans. Ce fut le cas de Juan Velasco Alvarado, militaire nationaliste péruvien qui inspira Hugo Chavez et qui fut renversé en 1975 par un coup d'État appuyé par la CIA. Ce fut le cas de Jaime Roldos, jeune président équatorien trop peu conciliant envers les intérêts américains, notamment pétroliers, et qui mourut dans un accident d'avion en 1981. Ce fut le cas d'Omar Torrijos, président panaméen qui voulait nationaliser le canal de Panama et qui mourut lui aussi dans un accident d'avion en 1981. Et cette liste n'est qu'un court extrait des coups d'État, des assassinats ou des accidents qui frappèrent les leaders sud-américains anti-impérialistes. Pourquoi donc exclurait-elle Hugo Chavez ? Pourquoi l'Empire aurait-il eu à son égard des hésitations qu'il n'a pas eues pour des dizaines de présidents avant lui ? Pourquoi l'Empire aurait-il épargné Hugo Chavez ? Dans la soirée du vendredi 12 avril, Hugo Chavez fut transporté en hélicoptère sur une base de la marine vénézuélienne située dans la baie de Turiamo, à 100 km à l'ouest de Caracas. Là, sous une chaleur écrasante, à plus d'une centaine de kilomètres de la civilisation, il fut enfermé une nouvelle fois et placé sous la garde d'une centaine de soldats de la marine, tous appartenant à un commando de parachutistes. C'est ici, dans les bâtiments de l'infirmerie où on l'avait placé provisoirement, pieds nus, habillé simplement d'un short et d'un t-shirt blanc, qu'il fut pris en charge par 2 femmes en uniforme, la médecin-chef de base et une jeune infirmière. Lorsque la médecin-chef partit, la jeune infirmière, métisse comme lui, issue des classes populaires, s'exclama, la voix tremblante. « Ah, président! Ah, mon commandant! Moi qui rêvais de vous rencontrer depuis mon enfance! Mais je n'aurais jamais pensé vous rencontrer dans ces circonstances! » « Eh bien, je suis là. Et si je dois mourir aujourd'hui, j'y suis prêt. Mais je mourrai debout, » lui répondit Chavez, abattu, pensif, abandonné. « Ma mère vous aime tant et mon fils. Si vous pouviez le voir lorsqu'il vous voit à la télévision, il se lève et vous salue comme un petit soldat. » lui confia-t-elle, éplorée. « Quel âge a ton fils ?» reprit Chavez, ranimé par la pensée de l'enfant. 3 ans, mon commandant. « Comment s'appelle-t-il » Ainsi débuta une conversation entre le président déchu et cette infirmière, cette femme du peuple qui l'adulait. « Que va-t-il advenir de mon fils maintenant » conclut-elle entre 2 sanglots avant de quitter la pièce précipitamment en larmes. C'en fut trop pour Hugo Chavez, qui s'enferma dans la salle de bain et, écrasé par la peine, se mit à pleurer de toute son âme. « Mon Dieu, que va-t-il advenir des petits-enfants avec cette bande de pervers, ces oligarques qui contrôlent le Venezuela ? Que vont devenir les petits-enfants vénézuéliens ?» Cette pensée lui brisait le cœur. Il aimait les enfants par-dessus tout. Combien de fois n'avait-il pas répété que tout ce qu'il faisait, c'était pour les enfants du Venezuela ? Il embrassait par la pensée toute la misère du XXe siècle, les enfants des rues, sa grand-mère, l'abandon des pauvres par une classe politique insensible et brutale qui l'avait amené aux révoltes sanglantes de son peuple. Il était touché au plus profond de son être. Il essuya ses larmes et résolu, proclama en lui-même « Il faut que je revienne ». Mais déjà, l'esprit à peine allégé du poids de cette tristesse, l'affligeante réalité s'imposa à lui. Il était prisonnier, au milieu de nulle part, et risquait d'être assassiné à tout moment, comme tant d'autres avant lui.
Dès lors, il eut la possibilité de se reposer un peu, mais il préféra profiter de ces précieux instants, peut-être les derniers de sa vie, pour se promener sur la plage. « Je ne m'évaderai pas d'ici, soyez tranquille. » La mer, ce soir-là, frappait doucement l'écume de ses ondes sur le flanc des rochers. Le président captif, sous bonne escorte, les mains dans les poches, regardait l'horizon sombre de la nuit se confondant avec l'obscurité profonde de la mer. Soudain, le pâle reflet de la lune sur l'océan lui fit lever les yeux au ciel. La voûte céleste, parsemée d'étoiles, lui inspira, comme à chaque fois depuis son enfance, une profonde déférence à l'égard de la beauté infinie de la nature. Ivre de ce spectacle grandiose, les yeux baignés de larmes, mais toujours fixés vers le ciel, il se tourna et, portant son regard sur la plage qui désormais lui faisait face, vit les 2 soldats qui l'escortaient le mettre en joue. Calme, il serra les poings dans ses poches. Dans une main, il tenait le crucifix que lui avait remis son vieux maître et ami, le général Jacinto Pérez Arcay, avant qu'il ne quitte Miraflores. « Hiro, emporte avec toi le Christ !» lui avait-il murmuré en lui donnant discrètement le crucifix. Remettant son âme au Fils de Dieu, le Christ rédempteur, il s'apprêtait à quitter la vie devant ce peloton d'exécution, sur ces rivages, sous ces étoiles qu'il fixait de nouveau, debout, comme le Tché qui aurait dit au moment ultime, en se relevant malgré ses blessures, « Je vais vous montrer comment meurt un homme ». Mais alors qu'il était plongé dans les pensées préparatoires au dernier voyage, que son heure avait pratiquement sonné, un groupe de soldats sortit bruyamment des ténèbres de la nuit. Émergeant comme des ombres du bois situé à quelques dizaines de mètres de là, ils coupèrent court à cette petite réunion nocturne. « Si vous tuez cet homme, nous mourrons tous ici !» cria l'un d'eux, ponctué par le bruit persuasif des armes que l'on charge. La menace fut considérée comme convaincante par les jeunes bourreaux qui, ne souhaitant pas entreprendre eux-mêmes le voyage pénible qu'ils avaient ordre d'imposer à Hugo Chavez, acceptèrent séance tenante de déguerpir de la base militaire. Revenu par miracle d'entre les morts, Hugo Chavez engagea au milieu de la nuit une longue et profonde discussion avec les soldats qui l'entouraient, ceux qu'il avait sauvés, mais également la majorité des militaires du rang et des sous-officiers présents, tous amassés autour de lui, autour de celui que les médias décrivaient comme le tyran. L'échange fut intense, eux se plaignant de leurs supérieurs, de leur salaire trop faible, de leurs conditions de travail déplorables. Lui, le président déchu, leur expliquant la réalité de son combat politique, la perfidie des manipulations médiatiques, les dernières heures passées dans l'anxiété la plus totale et la crainte d'une guerre civile. Peu à peu, comme si souvent au cours de sa vie, l'homme, dans sa simplicité transparente, parvint à gagner la confiance des militaires les plus méfiants. Le contact entre le président-soldat et ses soldats du peuple put s'établir vraiment. Ils s'étreignirent, l'échange devint fraternel. Cette lecture était extraite du livre Hugo Chavez, La patrie au cœur, de Vincent Lapierre, paru en 2016 aux éditions Contre-Culture. Retrouvez un entretien avec l'auteur de ce livre dans le numéro 167 de la revue Éléments ou sur le site www.davidlepé.com.